Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous accueillir à cet événement. C'est la première fois que Thomas Campbell vient en France. En tout cas, pour un événement d'une telle durée, quoi. Et on est vraiment ravis de l'enthousiasme dont vous faites preuve. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole très très longtemps, hein. Aujourd'hui, c'est une découverte en ce qui me concerne, à mon avis, qui peut vraiment changer nos vies, quoi. Je connais Tom Campbell depuis un petit bout de temps déjà. Et c'était une rencontre assez remarquable, même après de longues années de démarches aussi bien scientifiques que philosophiques que psychologiques. Et je me dis, il faut vraiment qu'on fasse venir Tom en France. Bon, j'ai eu plusieurs tentatives infructueuses. Et voilà, ça va se faire. Combien d'entre vous sont là demain pour le séminaire ? Fabuleux, fabuleux, super, super. Vous savez où ça se passe ? Vous vous êtes bien repérés ? Impeccable. Donc, je vais laisser la parole à Tom. Bon, je vais aussi saluer les non-francophones très rapidement. Bienvenue à Marseille. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cet événement. Nous nous sommes préparés pendant beaucoup d'années. En 2005, je crois, Tom, j'ai été très intéressé par le travail de Tom. Je suis un scientifique moi-même, je fais de la recherche. En psychologie, philosophie. J'ai aussi pratiqué la méditation et j'étais si intéressé par son travail que j'ai trouvé vraiment extraordinaire pour sa théorie et son modèle scientifique du cerveau droit et du cerveau gauche. Combien d'entre vous viennent de l'étranger ? Qui vient des États-Unis ? Amérique du Sud. Bienvenue. C'est un honneur de vous accueillir. Grand voyage quand même, venir jusqu'à Marseille. Une fois encore, bienvenue. Je vous laisse avec Tom et sa magie. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être là, à Marseille. Comme vous le devinez, je suis Tom Campbell et c'est de l'atelier Maebikto qui va se composer de 4 sections. La physique, la métaphysique et la nature de la réalité, c'est le titre. Et la section 1 ce soir, c'est juste un résumé de tout ce que nous allons présenter demain et les jours qui suivront, vendredi, samedi, dimanche. On traitera tout ce dont on va parler aujourd'hui, mais avec plus en profondeur. J'aimerais remercier Franck et son équipe pour rendre tout ceci possible. Parce que c'est beaucoup de travail pour organiser un événement comme celui-ci. Moi, c'est le côté facile qui m'incombe. Ces gens, eux, ont eu la partie difficile pour planifier, gérer le risque, passer des heures pour organiser tout ça. Et j'apprécie leurs efforts. Tâchez de me souvenir comment me servir de la télécommande. Ou sur plutôt. Mes diapos sont plutôt riches. Mais nous ne les aurons pas encore en français, mais je peux vous dire à tous qu'elles seront bientôt disponibles en ligne en français.
Si elles sont trop difficiles à lire, ne vous inquiétez pas. Ne cherchez pas à lire. De toute façon, ce dont vous aurez besoin, je le dirai. Et tout sera disponible sur mon site web. C'est pour ça que je n'hésite pas à remplir mes diapos de mots. Et ensuite, quand vous les lirez, ça vous rappellera tout ce que vous avez entendu. Donc, ces diapositives sont optionnelles. Inutile de vous en occuper de trop près. Vous ne manquerez rien. Donc le site web est écrit ici. Et vous trouverez sur ce site à peu près 125 vidéos sur YouTube. 125 vidéos. Tous mes séminaires, mes interviews, tout ce que j'ai fait et que j'ai pu enregistrer sera disponible gratuitement. Le livre, sont aussi gratuits sur Google Book. Je vais parler... Ah non, je ne vais pas. Une diapo différente. Et il y a une diapo qui me manque. Apparemment, ça n'a pas marché. Je veux vous parler d'un nouveau modèle de conscience. Il y a un problème, Franck, avec les diapos. Il faut aller voir sur l'ordinateur. Donc, je vais vous parler de philosophie, théologie, paranormal. Ce modèle scientifique que je vous propose apporte une solution à toutes ces disciplines. Ce sera tous ces problèmes qui se posent par ces disciplines. Des gens ont travaillé dessus pendant des siècles. Donc, mais moi, je vais vous proposer un paradigme complètement nouveau. Et vous verrez que quand je vous l'expliquerai, tout va être facile à comprendre. Et ce qui va vous permettre de changer de paradigme, ça va être la physique actuelle. Les physiciens aujourd'hui nous disent que, en fait, nous vivons dans une réalité informationnelle basée sur l'information que nous appelons réalité virtuelle. Donc, je vais vous parler des concepts principaux. Le programme que vous voyez, c'est juste une petite partie de ce programme qui va avoir lieu aujourd'hui. Ça va pas être seulement moi qui vais parler, mais on va faire des travaux pratiques avec notre intention. On va parler de méditation, les différentes manières de méditer, le but de ces méditations, de 3 à 4 manières différentes de le faire. On va pratiquer la guérison en utilisant notre intention pour guérir, visualisation à distance et des choses de cet ordre. Et la raison pour laquelle je fais cela, et vous avez peut-être déjà entendu dire ça. Tant que vous n'avez pas expérimenté tout ça par vous-même, ça ne peut pas être votre vérité. Il faut que vous l'expérimentiez par vous-même. La réalité étendue deviendra vraie pour vous une fois que vous l'aurez expérimenté. Et pour ça, vous devez rester ouvert d'esprit et sceptique. Vous avez besoin d'être aussi sceptique que ouvert d'esprit. Les deux sont très importants et vont ensemble. Je ne veux pas que vous croyiez ce que je vais vous dire aujourd'hui et les jours qui viennent. C'est pas le point. Croire ne va pas vous aider à grandir, à devenir quelque chose de plus que vous êtes déjà. La croyance n'a pas beaucoup de valeur. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, c'est le même problème.
vous avez besoin de l'expérience. C'est pour ça que je me lance dans ce genre d'activité, pour que vous ayez les outils, pour pouvoir expérimenter cela par vous-même, plutôt que croire ce que je vous dis simplement. C'est ce qu'on fera vendredi, samedi, dimanche, pas aujourd'hui. Très bien. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai écrit ces 3 livres. Ils sont disponibles gratuitement sur Google Books et en vente dans différents magasins. Cette boîte blanche ici vous donne une idée du sujet traité dans ces livres. Ce que font les livres, elles vous présentent une théorie de la conscience et de la réalité. Une fois que j'avais terminé tout ça, j'étais surpris de voir que les mêmes idées, les mêmes concepts, les mêmes processus logiques pouvaient aussi apporter une solution aux problèmes physiques. La même logique s'appliquait à l'expérience de la double fente. Et je pouvais comprendre pourquoi la réalité était une distribution de probabilité, pourquoi la vitesse de la lumière était une constante. À partir du moment où vous comprenez la conscience, vous comprenez tout le reste. Parce que la conscience, c'est ce qui est fondamental, et tout le reste est dérivé de la conscience. Donc j'ai gagné en visibilité et en crédibilité. Et je suis là maintenant pour vous présenter une plus grande perspective, une vision élargie de tous les problèmes. La raison pour laquelle j'ai gagné en crédibilité et visibilité, c'est que Maebikto, c'est de la science de qualité. C'est complètement logique, ça marche. Ça correspond à toutes les données. Et le changement de paradigme que ça demande, c'est de comprendre que la réalité est informationnelle. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter de manière courte de quoi il s'agit. On va tâcher d'y arriver parce que c'est très riche quand même à expliquer tout ça. Pour vraiment comprendre et avoir les détails, bien sûr, vous devrez vous lire les livres. Il va y avoir des trous, mais on ne pourra pas les éviter, puisqu'on a peu de temps ce soir. Alors, qui est ce type ? Comment peut-il prétendre savoir quoi que ce soit ? Donc, je suis un physicien. Normalement, la conscience et les physiciens, ça va pas ensemble, mais parfois, ça va ensemble. J'ai eu l'air normal pendant longtemps. Je suis allé donc à l'université, à la fac. Je suis devenu physicien nucléaire. Mon premier job, ça a été un job avec le gouvernement, au service secret, pour faire des modèles informatiques. Et comme vous pouvez le lire, analyse de risque, il a travaillé pour la NASA, système antimissile, etc. Il a vraiment travaillé dans le monde réel, c'est plutôt un scientifique appliqué. Ça n'a pas été un scientifique académique pour les 10 dernières années, il a été consultant. C'est lui qui choisissait quelle mission il voulait effectuer. Il a aimé ça. La clé pour me comprendre en tant que scientifique, c'est le fait d'être ouvert d'esprit et sceptique. C'est ça la clé. Dans cette phase, quand j'étais à l'école, et peu de temps après ça, j'étais beaucoup plus sceptique qu'ouvert d'esprit, comme la plupart des scientifiques et physiciens. Je n'ai travaillé que
pour quelques mois. Je ne travaillais depuis que quelques mois quand j'ai rencontré Bob Monroe. Je ne sais pas si vous connaissez Bob Monroe, mais c'est un homme d'affaires pour une entreprise de câble TV. Il a écrit des livres. Il avait des expériences hors du corps, ce qu'on appelle expériences hors du corps, qui lui avaient fait très peur. Il est même allé voir un psychiatre pour comprendre ce qui allait pas avec lui. Et finalement, puisque je suis bloqué avec ces choses-là, je vais expérimenter et voir ce que ces choses font. Et il a réalisé que ces choses étaient réelles parce qu'il pouvait récolter des informations, pouvait voir, savoir des choses qu'il n'était pas censé savoir. Donc il a pu comprendre que c'était réel. Donc il a écrit ce livre. Il ne voulait pas être juste Bob Monroe, celui qui avait des expériences un peu folles. Il a voulu en faire une science. Donc il a construit un laboratoire scientifique. Il avait des sous. Il a construit un immeuble. Il ne savait pas ce qu'il allait faire avec, mais il savait qu'il devait le faire, donc il l'a construit. Et juste quand il a terminé, moi-même et un ami à moi, qui était un ingénieur électricien, on l'a rencontré. On était tous deux des scientifiques et on avait envie de découvrir des choses nouvelles. Donc on a fait un deal. On lui a dit que on a offert nos services à Bob, qu'on ferait son laboratoire pour lui. Et lui, en échange, ce serait qu'il nous apprenne ce qu'il savait à propos de la réalité étendue. Il n'était pas question de le croire si on ne pouvait pas en faire l'expérience nous-mêmes. Et ça a été une longue série d'années. J'ai passé 15 à 20 heures par semaine avec lui pendant 5 ans. Ça fait beaucoup d'heures. C'est presque comme J'avais un travail à temps plein en tant que physicien et un travail à mi-temps avec Bob Monroe. Donc j'étais assez occupé. Il y a des gens qui m'associent avec les phénomènes paranormaux et hors du corps, mais il ne s'agit pas de ça. Les phénomènes hors du corps, ce sont juste des détails, des petits détails. Il y a toujours des problèmes de son. Ouais, ça marche. There we are. On est revenu. C'est juste un détail, les expériences hors du corps. Ça, c'est une théorie du tout. Et les expériences hors du corps, c'est juste un petit morceau. C'est pas ce dont je vais vous parler ce soir. C'est avec ça que j'ai débuté. Et la raison pour laquelle j'ai fini par écrire ces livres, c'est qu'en tant que physicien, ce que nous faisons, nous les physiciens, c'est modéliser la réalité. C'est notre job de comprendre comment la réalité marche et la modéliser. Donc avec Bob Monroe et d'autres personnes, moi, mon boulot, c'était de comprendre comment ça marchait, qu'est-ce qui se passait. J'ai essayé de le comprendre et après une année à peu près avec Bob Monroe, j'étais capable de quitter mon corps quand je voulais. C'était plutôt facile. Je pouvais répéter précisément cette expérience et j'ai réalisé que je pouvais expérimenter et faire de la science dans un système plus large de réalité. Donc j'ai expérimenté. Vous expérimentez, vous voyez comment ça marche. Vous changez vos variables et vous voyez comment ça marche. Et ça a pris du temps, c'est pas évident, c'est pas facile, comme toutes les sciences. Et finalement, j'ai fini par comprendre comment ça marchait. Donc, j'ai décidé dans les années 90 d'en faire un livre. Et 900 pages plus tard, j'ai réalisé que ça allait être un gros livre, ou alors qu'il allait y avoir beaucoup d'autres livres.
L'expérience hors du corps, c'est juste une petite partie de tout ça. C'était comme un plongeoir pour pouvoir faire la science et les expérimentations qui m'ont aidé à comprendre comment ça marche. C'était ça l'idée. On va parler d'abord de la physique, ensuite de la philosophie et enfin de la métaphysique. Pour commencer, quelle est la différence entre une petite et une grande théorie du tout? D'abord, qu'est-ce qu'une taux? C'est un acronyme pour théorie du tout. Albert Einstein a commencé la première taux des temps modernes, la théorie des champs unifiés. Et ce qu'il a essayé de faire, c'était d'unifier la physique quantique et la relativité. Parce que la mécanique quantique et la relativité, fondamentalement, ne sont pas d'accord l'une avec l'autre. Philosophiquement, elles sont incompatibles. Si vous prenez la philosophie ou les hypothèses de l'une, chacune est basée sur deux hypothèses. L'une de ces hypothèses est exactement l'opposé de l'hypothèse de l'autre. L'une de ces théories réfute l'hypothèse de l'autre et vice-versa. Donc il devait y avoir une théorie plus importante qui pouvait les expliquer toutes les deux, parce qu'elles étaient des sous-ensembles de quelque chose de plus grand. Évidemment, on n'avait pas toutes les informations, donc il a commencé à travailler sur ces théories du champ unifié et il a passé 25 ans de sa vie et il n'en est pas ressorti beaucoup. Mais rien qu'il a pu vraiment traduire en mathématiques. Et ça, c'était une petite théorie du tout. Juste parce qu'il voulait unifier la mécanique quantique et la relativité. Une grande théorie du tout doit aborder beaucoup plus de choses. Ça doit unifier le subjectif et l'objectif. Pas uniquement l'objectif. Ça doit inclure la conscience. Ça doit inclure le but, l'esprit. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi cette réalité? Qu'est-ce qu'on est supposé faire ici? Tout ça, c'est une part très importante de notre être. Donc, la grande théorie du tout doit porter de tout ce qui est important. Et ça doit provenir de déduction logique. Donc, cette grande théorie doit dériver une petite théorie du tout. Donc, la petite théorie du tout est une partie de la grande théorie du tout. Ça doit être une science plus complète. Donc, la science d'une grande théorie du tout doit pouvoir procurer quelque chose de meilleure qualité et répondre à toutes les questions, comme la théologie, les problèmes de la théologie, la biologie, la philosophie. Il y a beaucoup de questions qui sont restées pendantes dans tous ces domaines et elles vont être résolues dans cette théorie que je vous présente. Ça, tout a commencé avec l'expérience de la double fente. C'était la première fois que les scientifiques, dans les années 1920, en 1925 à peu près, l'interprétation de Copenhague marque le moment où ils ont commencé à comprendre ce qui se passait. Et aujourd'hui, on en est encore là, plus ou moins. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde savait, depuis un siècle, que si vous aviez des ondes qui venaient de cette manière à travers une double fente, donc une barrière avec deux trous, une onde ou l'onde de l'eau électromagnétique, n'importe quel type d'onde, quand elle arrivait là, une partie des ondes pouvait passer à travers et d'autres pas. Vous pouvez imaginer de l'eau
dans une assiette avec des trous dedans. Une partie passe par un trou, l'autre par l'autre trou. Comme il y a une différence de longueur d'onde, c'est plus court de là à là que de là à là. Donc comme vous pouvez le voir, si c'est plus court, c'est juste d'une longueur d'onde ici. Donc quand elles arrivent à l'écran, ça va être comme ça. Elles vont être en phase. Les creux et les bosses vont être ensemble. Et là, vous allez avoir le point blanc. Si elles ont deux longueurs d'onde qui les séparent, vous allez avoir un nouveau point. C'est pour ça que vous avez ces deux points équidistants. Donc elles se superimposent quand elles sont en phase. Et vous obtenez ces grands points. Si vous avez moins de longueur d'onde, voilà, vous avez des points plus petits. C'est ce qu'on appelle la superposition. Et à la fin, vous avez ce qu'on appelle un schéma d'interférence. Ou un schéma d'interférence, de diffraction. Et la lumière se comportait exactement comme ça. Il y a longtemps qu'on avait entendu parler des ondes et on a découvert que la lumière se comportait de cette manière. Donc dans les années 1920, Albert Einstein a publié des papiers et lui, il a pu montrer que la lumière était une particule, qu'elle avait un momentum spécifique, ça veut dire une particule, un petit morceau de masse. La lumière était une particule. Et les physiciens disent non, c'est pas possible, on sait déjà que la lumière est une onde, comme le montre l'expérience de la double fente. Mais lui, il avait des preuves que la lumière devait être une particule. Donc ils ont trouvé un moyen de laisser passer qu'un seul photon à la fois à travers la fente. Juste un photon, une particule. Et ce qu'ils pensaient voir, c'était ça. Le photon irait soit par cette fente, soit par l'autre, et finirait par se fracasser sur l'écran là. Parce que c'est une particule. Un photon devrait passer par au moins une fente. Et on devrait terminer avec un point. Et c'est pas les résultats qu'ils ont eus. Quand ils ont envoyé une photo par cette fente, ils sont retrouvés avec le même schéma à nouveau. C'était très surprenant. Un passerait par-ci, un passerait par-là. Il passait partout finalement, il tapait partout. Et après avoir shooté un grand paquet de photons, eh bien, on obtenait une distribution similaire à ce schéma que vous voyez sur la diapositive. Donc, quand ils ont vu ça, ils se sont dit comment est-ce possible? On va mettre un détecteur. Il y a quelque chose qui se passe à cet endroit. On va voir ce qui se passe. Donc, on va mettre un détecteur. Chaque fois qu'un photon passait par là, on ne peut pas le voir, bien sûr. C'est invisible à l'œil nu. Donc, on peut voir le photon sur l'écran, mais... Donc, ils ont mis un détecteur au niveau de la fente. Et donc, chaque fois qu'un photon passait par la fente, ils pouvaient le savoir. Et ce qui s'est passé, quand ils ont fait ça, c'est qu'ils se sont retrouvés avec cette distribution. C'est-à-dire que la lumière se comportait comme une particule. Donc la lumière, de manière complémentaire, pouvait être une onde ou une particule. Ça dépendait juste de la manière dont vous faisiez la mesure. C'était vraiment un mystère en fait. Et à peu près 90 ans plus tard, c'était toujours le grand mystère. Et ça n'a pas beaucoup progressé.
On va voir ça dans une minute. La prochaine diapo va vous montrer ce qu'était la réponse en fait. Alors qu'ils se débattaient avec ce problème, ils ont réalisé qu'ils pouvaient avoir la bonne réponse seulement s'ils se disaient que le photon n'était pas un photon du tout, mais une distribution de probabilité. C'est-à-dire que c'est quelque part par là. Et cette courbe que je vous montre, ça vous montre un pic, mais ce pic est plutôt large. C'est beaucoup plus large que l'écartement des fentes. Donc la probabilité que ça passe par cette fente ou par l'autre, il faut que vous arrêtiez de penser particules, il faut penser mathématiques. Parce que les probabilités peuvent faire ça, mais pas les particules. Une particule. Donc une onde, ça peut interférer et faire un schéma comme ce que vous voyez. Donc ils ont utilisé la terminologie suivante. C'est que quand la mesure était faite, ici, quand ils ont collecté les particules qui passaient, ils se sont dit que c'est une onde, une probabilité d'onde. Cette fonction mathématique s'écroulait et devenait une manifestation physique avec ces détecteurs. C'est là que la mesure est faite. Et dans cette expérience, ça reste une probabilité jusqu'à ce que ça arrive là, quand la mesure est faite. Là, c'est le présent, là où vous voyez les détecteurs, quand la mesure est faite. Et quand vous détectez un photon, l'onde de probabilité s'écroule et ça devient une particule. Et une fois que c'est une particule, tout ce qu'elle peut faire, c'est bouger en ligne droite. C'est ça que fait une particule. Quand ils ont réalisé ça, ils ont fait l'expérience avec des électrons, avec des atomes d'hydrogène, avec des molécules plus grosses. Ils ont même fait ça avec une boule faite de 60 atomes de carbone. Donc, à l'échelle moléculaire, c'est très gros. Et ça se comporte exactement de la même manière qu'un photon. Donc, ça n'a rien à voir avec un photon magique. Non, ce sont vraiment les propriétés de la matière. Et les scientifiques disent que même si vous balancez un grille-pain, ça va faire exactement la même chose. Mais c'est difficile à faire ça de matière expérimentalement, mais grosso modo, c'est la manière dont la matière se comporte. Donc on a appelé ce problème le problème de la mesure. Si vous allez sur Google, vous allez voir plein de choses là-dessus, ou même sur l'expérience de la double fente. Le problème, c'est que ça faisait une grande différence suivant l'endroit où vous faisiez la mesure. Donc, tant que vous ne faites pas la mesure, la particule existe en tant que probabilité. Ça, c'est la double fente. Donc ils se sont dit peut-être que c'est à cause des détecteurs qui interféraient avec le photon. C'est pour ça qu'ils ont fait les expériences avec d'autres choses comme les électrons et tout ça. Parce le buckyball, c'est tellement massif que ça ne peut pas être influencé par les détecteurs. Donc ils ont fini par reconnaître que le problème n'était pas avec les détecteurs. Donc ils ont éteint les détecteurs. Du moment qu'ils ont éteint les détecteurs, ils se sont retrouvés avec ça. Ils les ont rallumés et ils se sont retrouvés avec ça. Ensuite, ce qu'ils ont fait d'intéressant, au lieu d'éteindre les détecteurs, ils ont simplement éteint l'enregistreur. Donc les détecteurs marchaient, mais ils ont éteint l'enregistreur. Donc aucune donnée n'était enregistrée. Et bien sûr, ils se sont retrouvés avec ça.
Donc ça n'avait vraiment rien à voir avec les détecteurs. Donc non seulement c'est ce qui arrive, mais ils ont fait une nouvelle expérience de la double fente. Donc un effaceur à retardement. Ce qui se passe, c'est que c'est seulement plus tard que vous pouvez réaliser dans quelle fente la particule est passée. Donc, après que la particule ait heurté l'écran, c'est seulement après qu'ils peuvent réaliser ce qui se passe. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que toutes les particules dont ils avaient des informations, à propos desquelles ils avaient des informations, ça arrivait dans la pile. Mais chaque fois qu'ils effaçaient les données, après que l'expérience ait eu lieu, chaque fois qu'ils effaçaient les données, ils se retrouvaient avec ça. Donc ça les a vraiment interpellés. Parce que comment est-ce possible? Parce qu'après l'effet d'avoir collecté les données, qui pouvaient faire quelque chose qui ressemble à changer ça en ça, après que les données aient été collectées. C'est l'expérience de l'effaceur retardé. C'est la manière dont le monde fonctionne. Ah, bon. Ça a créé un problème même encore plus grand parce que ici, le problème c'est que on a des particules. Oh, non, ce ne sont pas des particules, mais des distributions de probabilité. En tout cas, en mathématiques, ça marche. Vous ne pouvez pas faire de mécanique quantique. Ça ne marche que si vous regardez les particules considérées comme des distributions de probabilité. Mais quand vous faites les mesures, que ce soit ici ou là, alors elles se comportent comme des particules. Qu'est-ce que ça nous dit sur notre réalité? Ça nous dit des choses intéressantes. Ça nous dit que notre réalité est essentiellement une réalité de calcul, parce que tout ça est calculable. Mais pas objective et matérielle, parce que les choses matérielles et objectives ne se comportent pas de cette façon. C'est pour ça que c'est une expérience vraiment basique, mais qui est au cœur du problème, qui est vraiment importante. Avec le temps, à l'époque, les gens pensaient que c'est la mesure qui crée les particules. Des fois, ils disaient c'est la conscience qui crée la particule. Parce qu'il faut une conscience pour faire une mesure. Ils étaient près de mais ils sont pas vraiment. Ils n'ont pas la réalité. Ce que ça veut dire, c'est que c'est l'information qui fait la différence. Dans cette expérience de l'effaceur, les informations étaient encore en probabilité. Tant qu'on n'avait pas regardé les informations, tant que personne n'avait regardé comment c'était, donc ils effaçaient les données des détecteurs sans regarder. Donc ce qui était sur ce détecteur demeurait une probabilité parce que cette information n'avait pas été encore été matérialisée dans notre réalité. L'information n'était pas encore là. Du moment qu'on a l'information que une particule était passée à travers la fente, donc la seule chose possible qui a pu passer, c'est qu'il y avait une particule qui est passée par là. Tant qu'on n'a pas l'information qui est passée par telle ou telle fente, alors on se retrouve avec ça. Et si on efface la donnée après les faits, ça ne fait aucune différence. Parce qu'il s'agit uniquement d'une probabilité. Jusqu'à que quelqu'un fasse une mesure. Du moment que la mesure est faite, la probabilité s'écroule et on se retrouve avec une particule. C'est l'information la clé, c'est pas vraiment la conscience. Cette expérience pouvait être faite de manière automatique, sans conscience, et ça faisait aucune différence. C'est pas les détecteurs, c'est juste l'information. Parce que la réalité ne peut pas être
incohérentes. Il ne peut pas y avoir des données qui disent oh ça peut exister et puis ça n'existe plus. L'information doit être cohérente, même si vous la changez avant que vous regardiez. C'est comme ça que le monde marche, fonctionne. Ces résultats étaient tellement clairs et tellement contraires aux croyances des scientifiques même d'aujourd'hui. Donc ça a poussé certains scientifiques à dire des choses assez inhabituelles. Et par exemple, Albert Einstein, il a dit dans sa théorie du champ unifié, si vous pensez que le champ est théorique, il ne reste pas d'espace parce que l'espace n'a pas d'existence indépendante. L'espace n'a pas d'existence indépendante. La réalité n'est qu'une illusion. Rien n'existe de manière objective. Il va falloir qu'on se trouve une façon de chanter, d'éviter l'espace et le temps pour comprendre la réalité. Mais je me demande vraiment quel concept on va pouvoir utiliser pour construire une telle théorie qui puisse se passer d'une conception objective du temps et de l'espace. Niels Bohr a dit que le sens commun qui consiste à regarder le monde tel qu'il est, ça s'écroule devant le facteur quantique. C'est une citation que j'aime particulièrement. La prochaine. Si vous n'avez pas encore été choqué par la mécanique quantique, c'est que vous ne l'avez pas comprise encore. Wigner, prix Nobel. C'est quand même intéressant de voir que on va arriver à la conclusion scientifique que la conscience est la vérité ultime. On ne croirait pas entendre des scientifiques. Même aujourd'hui, les scientifiques ne diraient pas des choses pareilles. Planck. La science ne peut pas résoudre le mystère de la nature parce que nous faisons nous-mêmes partie du mystère que nous essayons de résoudre. Donc la réalité et notre esprit sont entremêlés. On le sait tous, mais eux, ils étaient surpris. Donc Einstein et les autres disaient que l'espace, la réalité là dehors que nous pensons réelle, n'est qu'une fonction de nos schémas conceptuels. L'esprit est à la racine La règle, comment ça marche, c'est que si vous avez une information à disposition qui vous dit de quelle manière les choses se sont passées, à travers quelle fente la particule est passée, alors, bien sûr, vous aurez une particule, parce que c'est comme ça que ça doit être. Les scientifiques à l'époque étaient très excités, ils se disaient « Waouh !» On a trouvé quelque chose d'assez extraordinaire. Ils avaient vraiment remis en cause la logique newtonienne, l'objectivité, le matérialisme ne correspondaient pas à la manière dont le monde marche. La mécanique quantique aujourd'hui, je vais citer Richard Feynman. Il est décédé maintenant, mais c'était l'un des meilleurs théoriciens de la mécanique quantique, du moins que je connaisse. Il était très intelligent. Il a vraiment apporté une grosse contribution. Il a dit que l'expérience de la double fente représente le mystère de la mécanique quantique. Si vous comprenez cette expérience, alors vous comprenez tout. Il a aussi dit « Je ne comprends pas la mécanique quantique ». Quand ses étudiants lui demandaient « Dr Feynman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe ainsi ?» Il répondait « Taisez-vous et calculez ». En d'autres termes, il ne savait pas.
Parlons de quelque chose d'autre, parce que personnellement, je ne comprends pas. La mécanique quantique représente un mécanique qui est impossible de comprendre d'une manière classique en termes de réalité matérialiste et objective. Ici une citation d'un professeur de Toronto. Si vous parlez aux physiciens dans n'importe quel département de physique tout autour de la planète, vous allez tomber sur des citations équivalentes. Personne ne peut comprendre la mécanique quantique de la manière que les gens comprennent les choses dans notre monde, en fonction de la causalité. Donc la grande question, pourquoi les particules devraient être des distributions de probabilité? On ne peut pas interpréter la réalité de manière objective. Les scientifiques, donc, dans les années 20, étaient excités à propos de quelque chose de nouveau. Mais beaucoup de scientifiques d'ici étaient dans le déni. On ne saura jamais. On abandonne. C'est impossible de comprendre ce qui se passe. Et pourquoi ? Parce qu'ils étaient incapables de comprendre ce qui était en face d'eux. C'est que le matérialisme ne marche pas. La réalité n'est pas objective. Du coup, ils disaient, le matérialisme marche toujours. Mais ça, c'est juste de la science un peu bizarre. C'est comme ça qu'ils ont réagi. Vous ne connaissez pas la réponse. Et comme la réponse était impossible, ça leur donnait une bonne excuse. Pourquoi ils étaient dans le déni comme ça? C'était quoi le problème? Regardez les méthodes scientifiques. Le pilier philosophique de la science dépend d'une hypothèse qui dit que la réalité est objective. Donc les méthodes scientifiques ne peuvent pas être appliquées à notre réalité et c'était une pilule difficile à avaler pour eux. Du coup, ça voulait dire pour eux revenir au temps des prêtres du temps où c'était les prêtres qui étaient les scientifiques, pour ainsi dire. Mais ça leur faisait peur. Aujourd'hui, la manière dont la physique évolue, c'est que on a quand même une idée de la manière dont le monde fonctionne. Et même une vision élargie de tout ça. Mais il y a une époque où on pensait que la Terre était plate. Ensuite, on s'est aperçu que la Terre n'était pas plate, mais ronde. Aujourd'hui, si vous vous occupez juste d'un terrain où vous construisez votre maison, dans ce cas-là, on considère la Terre comme étant plate. Même pour un grand centre commercial, si vous partez du principe que la Terre est plate, ça va marcher très bien. Donc approximativement, ça peut être correct, le fait de dire que la Terre est plate. Et la mécanique quantique, ça marche de la même manière. La mécanique newtonienne est devenue un sous-ensemble de la mécanique quantique. D'accord, c'est pas la vision générale, mais si vous n'allez pas trop vite et pas trop petit, alors la physique newtonienne marche plutôt bien. Et 90% de ce qu'on fait dans notre monde peut fonctionner avec la logique newtonienne. Parce que on n'utilise pas des atomes ni des photons qui voyagent trop vite. Seulement dans nos expériences scientifiques, on a des choses aussi petites et aussi rapides. Donc la physique newtonienne demeure quelque chose de très utilisé aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui,
Donc aujourd'hui, la vision de la réalité est basée sur la statistique. La causalité objective, ce sera une bonne approximation, mais ce sera un sous-ensemble. Là où, quand l'incertitude est petite et réduite, alors la science objective, la réalité objective fonctionne plutôt bien. Pourquoi on a des problèmes avec l'expérience de la double fente? Parce que la probabilité est grande. L'incertitude est grande. C'est pour ça qu'on a ces résultats. Si vous balanciez un missile ou une balle de baseball, alors l'incertitude est beaucoup moins importante. Donc on saurait immédiatement que ça fonctionne comme une particule. Où est-ce qu'on a beaucoup d'incertitudes? Avec nous-mêmes, avec les gens. Vous avez la science qui s'applique, la science dure qui s'applique aux choses physiques, et puis vous avez les sciences douces, comme l'économie, et tout, la psychiatrie, etc. Si vous faites des recherches en statistique, vous allez devoir vous poser la question, est-ce que, en fonction des statistiques que j'ai, quels vont être mes résultats? En physique, vous allez dire non, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais en termes de probabilité, là, il y a de l'incertitude. Oui, ça peut être comme ci, ça peut être comme ça. Il n'y a rien qui est à 100%. Il s'agit de probabilité. Il n'y a rien d'objectif. Donc c'est à cause des probabilités que ces sciences douces ne fonctionnent pas comme les sciences dures. Donc la relativité et la mécanique sont en train de devenir un sous-ensemble d'une réalité plus grande, d'une grande théorie du tout, plus complète. Mais c'est encore tôt pour les scientifiques de réaliser tout ça. Mais ce sera accepté un jour parce que ça répond à toutes les questions en physique et en métaphysique, même en biologie, en théologie, en philosophie. Vous allez comprendre pourquoi la vitesse de la lumière est une constante et pourquoi les particules sont des distributions de probabilité et pourquoi ça s'applique au microcosme et au macrocosme. Et que ça s'applique aussi à notre vie de tous les jours. Dans notre monde, il y a beaucoup de domaines où l'incertitude est grande. Et donc cette logique s'applique. Ça explique aussi pourquoi Paralab, les expériences faites à l'université de Princeton, ils ont étudié le paranormal. Et ils ont prouvé que le paranormal était une réalité. On va pouvoir expliquer cela. On va pouvoir expliquer pourquoi l'effet placebo fonctionne. Pourquoi vous pouvez influencer les choses avec votre esprit. Ok. Qui a besoin d'avoir une pause? Est-ce que des personnes ont besoin d'aller aux toilettes? Yes. Vous voulez une pause ou vous voulez continuer? Il fait encore plus vite qu'à Calgary. Mais ce qu'il nous faut, c'est les slides. Non, ça va. Un slide, 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 non, ça va.